to be truly iconic. Make it iconic. ZF. Iconique, mais pas que. Aujourd'hui, Nikon vient d'annoncer le nouveau Nikon ZF. Je l'ai et je me propose de vous accompagner dans sa découverte. À travers ce tuto vidéo, nous allons ensemble voir comment il est construit, comment il fonctionne et je vous expliquerai les différentes technologies qu'il contient. Vous verrez, certaines sont communes au Z8, d'autres sont complètement nouvelles. C'est parti! Le nouveau Nikon ZF-C, iconique. Iconique pourquoi? Parce que tout simplement il reprend un petit peu tous les codes du FM2. À la fois les codes de construction et de look, mais à la fois tous les codes liés à l'expérience photographique en matière de reportage et de création. C'est donc un boîtier baroudeur qui est relativement discret que l'on aura en permanence avec nous. Grand frère du Nikon ZF, il a la particularité d'être au format FX, donc au format 24-36. Simple et puissant. Simple de par son utilisation, de par l'accès à ses différentes fonctions, et puis puissant de par l'ensemble des technologies qu'il embarque, et c'est ce que je vous propose de démontrer. On va d'abord faire un petit peu le tour de l'appareil photo et on va voir comment on l'utilise. On retrouve donc un grip discret, on retrouve également notre molette de compensation d'exposition, on retrouve notre sélecteur des vitesses qui tourne par crantage, et puis également l'affichage des diaphragmes. Donc on n'oublie pas les diaphragmes, ils s'affichent à travers le petit LCD, mais on peut les piloter à travers deux endroits différents, soit directement sur la petite molette qui tombe à hauteur de l'index, soit en personnalisant l'une des bagues de votre optique. Le bouton REC, et là on commence à entrevoir les possibilités vidéo du ZF, avec une capacité de capturer en 4K sur des formats 10 bits, soit en standard, soit en HLG, soit directement en log. L'interrupteur et puis le déclencheur sur lequel on peut lui associer un déclencheur souple à vis comme il était d'usage dans les années 80. Notre molette qui nous permet de travailler dans les différents modes manuel, priorité, vitesse, diaphragme. Notre molette des sensibilités, on se rend compte qu'en photo on peut monter jusqu'à 64 000 ISO de façon native. En vidéo on est dans la fourchette 200 à 51 200 ISO. Et puis le mode auto qui est un mode que l'on oublie, que l'on intègre mais qui également évolue, puisque le mode auto sur le Nikon ZF a été développé par les technologies de Deep Learning. J'entends par là qu'aujourd'hui, pour construire la bonne image, pour avoir la bonne exposition, la mode profondeur de champ dans tous ces modes automatiques, qui sont des modes qui s'adressent principalement aux débutants qui n'ont pas le savoir-faire pour interpréter l'image et pour interpréter les différentes valeurs. Mais comment fonctionne l'appareil photo et comment fonctionne le capteur? Ils vont emmagasiner tout un tas de données qui tournent autour du type de photo, comme les paysages, les macros, les couchers de soleil, la nature du sujet, est-ce un portrait, est-ce une photo de groupe, y a-t-il de l'action, du sport, et puis également toutes les conditions de luminosité, toutes les conditions de prise de vue, à la fois la focale, la distance, les optiques, etc. Et l'ensemble de ces paramètres sont analysés pour déterminer quels seront les meilleurs réglages d'image en matière à la fois de construction optique, vitesse, diaphragme, mais également en matière de construction de fichiers à travers les différents picture control automatique ou balance des blancs automatique ou delighting automatique pour les différentes valeurs de lumière. Côté arrière de l'appareil photo, on retrouve notre classique touche I qui est un petit peu dans l'ADN de tous les boîtiers de la gamme Z, qui est un menu raccourci qui nous permet d'accéder aux différentes fonctions. Mais il y a également une nouveauté, c'est que l'écran arrière est par lui-même une touche FN qui est une touche FN tactile qui se paramètre. Et à tout moment, on peut choisir de savoir si on met un déplacement de collimateur autofocus, un changement d'œil, des zooms, des quatrièges, etc. Plein de fonctions. Et on va également paramétrer les différentes surfaces qui seront actives. Parce que fonction de la taille de sa main, de la taille de son pouce, on peut vouloir accéder à une partie de la surface ou à la totalité de la surface. Également, si vous êtes amené à viser de l'œil gauche et d'avoir le nez qui tape sur l'écran, charge à vous d'associer les bonnes surfaces pour que cette fonction soit pratique dans votre usage quotidien. Sous le sélecteur des vitesses se trouve le combinateur photo-vidéo façon classique et vous constatez qu'on a un nouveau mode qui se rajoute qui est le mode noir et blanc. Et en effet, comme c'est un boîtier qui se veut être créatif, à tout moment je bascule d'une image couleur ou d'une image vidéo vers une image noir et blanc. Et justement, le noir et blanc, c'est une partie importante de cet appareil photo puisque nous avons deux nouveaux picture control noir et blanc qui se rajoutent au menu monochrome classique. Il s'agit du menu picture control monochrome moins contrasté et ton profond, qui sont deux picture control avec des rendus totalement différents et qui chaque fois sont réglables à la fois en contraste, en luminosité, en clarté, en accentuation.
Chacun d'eux correspond à des typologies de prise de vue avec une volonté sur le mode noir et blanc classique d'être légèrement contrasté, alors que le picture control moins contrasté comme son nom l'indique nous procurera un rendu qui est beaucoup plus flat, qui est beaucoup plus neutre, qui est beaucoup plus doux qu'ici à certains types d'images, et puis le monochrome temps profond qui lui est un petit peu plus contrasté, qui vous simule un petit peu l'effet d'un filtre rouge devant votre lentille avant. L'idée, c'est un mode qui permet également de conserver énormément de détails dans les basses lumières et dans les ombres. Donc en résumé, 3 types de noir et blanc accessibles de par la touche dédiée, un monochrome classique qui fait des images légèrement contrastées, un mode noir et blanc qui est très doux, qui est très flat, et puis un autre noir et blanc avec des noirs qui sont beaucoup plus profonds. Derrière cette ergonomie qui est relativement simple, le Nikon ZF se révèle être très puissant. Très puissant pour 2 raisons principales. D'abord, le choix de son capteur, qui est un capteur de 24 millions de pixels, tout ce qu'il y a de plus classique, plein format, mais sur lequel on a associé le nouveau processeur qui est l'Expeed 7, qui est le processeur des Nikon Z8 et qui est le processeur des Nikon Z9. Et c'est à ce processeur que l'on doit toute la puissance de l'appareil photo. J'entends par là sa capacité de monter en sensibilité, c'est grâce à l'Expeed 7, l'évolution de l'autofocus avec notamment sa détectivité puis l'arrivée du mode 3D, c'est grâce à l'Expeed 7, la prise en charge des nouveaux formats vidéo également, le choix des formats de capture, les nouveaux modes HLG pour tous ceux qui travaillent avec des images directement publiées sur des télé HDR, l'évolution également du VR, dont je vous parlerai un petit peu plus loin, puis de manière générale, l'ensemble des flux de production et des modes de partage à travers les réseaux. Dans tout ça, on le doit un petit peu grâce à l'Expeed 7 et c'est ce que je vous propose de développer dans les minutes qui vont suivre. L'autofocus, on retrouve exactement la même mise en page et le même système autofocus que le Z8, puisque tous les deux ont été développés en deep learning, avec l'arrivée, comme je vous disais, du mode 3D qui s'additionne à tous les différents modes dynamiques ou tous les modes sélectifs. La force du système tient plutôt à sa technologie de point autofocus rétroéclairé. J'entends par là, la difficulté des autofocus, c'est lorsque les lumières sont très faibles, il faut accrocher un sujet. Mais pour ce faire, le fait d'avoir un autofocus rétroéclairé, certains photosites vont amplifier le signal, vont vous simuler avoir une image complètement surexposée pour aller chercher un sujet qui serait dans l'ombre et qui ne se détacherait pas. C'est un petit peu la clé de succès de capture de ce nouveau mode autofocus et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui on affiche qu'il a une détectivité qui monte jusqu'à -10 F à condition de travailler avec une optique 1.2. Dans les intelligences embarquées, on retrouve exactement les mêmes que celles du Z8, à savoir tout ce qui est détection des humains à travers les yeux, les visages, les torses, mais également tout ce qui est animaux et puis tout ce qui est véhicules, quel que soit leur type de déplacement. Une nouvelle technologie qui arrive dans la gamme Nikon avec ce nouveau Nikon ZF, c'est le Focus Point VR. L'idée de cette fonction, c'est bien d'avoir un système de stabilisation qui se fait, mais non pas de manière globale, quelles que soient les images, mais qui va se concentrer, qui va s'affiner par rapport à l'endroit où se trouve votre collimateur de mise au point. Et au lieu de stabiliser de façon uniforme sur l'ensemble de l'image avec une priorité au centre, directement, le système va regarder où se trouve notre collimateur de mise au point pour avoir une stabilisation qui va s'affiner sur cette zone-là. Et la synthèse, c'est que tout simplement, quand vous faites des mises au point sur des sujets qui sont sur les bords, que vous êtes en limite de lumière, donc que vous êtes en limite de décrochage sur la vitesse, vous aurez une netteté qui sera beaucoup plus importante. Nouveauté également sur le Nikon ZF, c'est la fonction Pixel Shift. C'est une fonction qui vous permet d'additionner des images pour aller chercher de la très haute définition. La prise de vue se fera en 3 temps. Vous allez d'abord régler votre appareil photo et choisir le nombre d'images nécessaires, sachant que plus on va faire d'images, plus on va monter en définition, mais également plus on va monter en correction de bruit et en correction de moiré. C'est tout l'intérêt du système. À partir de là, une fois qu'il est réglé, vous allez faire vos prises de vue et là directement l'appareil photo va travailler au format RAW nef et vous n'aurez plus qu'ensuite à les associer en post-production avec le logiciel Nikon NX Studio. Principe de fonctionnement, dans le menu prise de vue photo, un nouveau menu est arrivé, prise de vue avec décalage des pixels. Vous allez choisir si vous faites une seule image ou une série d'images. Chaque fois, votre image ou votre série d'images, combien il y en a, de 4 à 32. À 32, on peut monter jusqu'à 96 mégapixels.
Puis chaque fois la temporisation entre chacune des images et puis les intervalles, puisqu'on peut également travailler en studio avec des flashs et additionner comme ça des photos prises au flash. Puis vous déclenchez et ça part. Le principe de fonctionnement, vous le retrouvez à travers ce graphe, c'est bien de l'addition des différentes valeurs de pixels pour aller soit vers de la couleur la plus pure et la plus réelle possible, soit directement additionner pour aller chercher de la définition très importante. Et donc l'astuce que je peux vous proposer quand vous travaillez avec ce système-là, c'est qu'à chaque série d'images, notamment si vous en faites 32, c'est de bien chaque fois créer un nouveau dossier. Pourquoi? Parce que quand vous allez ouvrir vos images sur Capture NX Studio, ça sera plus facile de les avoir rangées par dossier puisque le logiciel vous affichera toutes les images avec un petit logo particulier qui vous dit qu'elles ont bien été réalisées dans cette technologie-là. Vous sélectionnez la première, vous avez un menu dédié qui apparaît, qui est un menu qui vous permet de les empiler et une fois empilés qui vous permet de les exporter vers un format TIFF ou JPEG. Autant la fonction de Pixel Shift joue sur la qualité de la couleur mais à travers de l'assemblage d'images, autant quand on est en reportage, on cherche d'autres solutions. Et là, on se retrouve avec plusieurs modes d'optimisation qui se rajoutent au mode déjà présent, des optimisations sélectives. J'entends par là, jusqu'à présent, on est sur de l'optimisation couleur globale à travers des balances-blancs, à travers des picture control et puis potentiellement les hautes et les basses lumières à travers des delighting. Et là, on fait de la retouche couleur, mais par zone, de façon sélective. Et cette retouche est valable, bien évidemment, en vidéo, mais également en photo quand on est dans un flux JPEG. Et puis valable également en RAW si on travaille avec la suite logicielle Nikon. Le premier réglage que l'on va découvrir qui est le rendu des portraits. C'est donc bien une fonction de retouche sélective où il nous détecte les différentes teintes chères et il nous propose sur chacune d'elles de jouer soit sur de la luminosité, tout simplement parce qu'on a le visage qui manque de clarté, ou directement dans l'axe jaune-magenta de compenser directement une dominante que pourrait avoir récupéré notre teinte chère. Le mode maquillage également qui est mal nommé, c'est pas comme les filtres Instagram, c'est un menu en fait de retouche beauté où sa fonction principale c'est de légèrement lisser les teintes chères comme on pourrait le faire en post-production. 3 niveaux d'application qui sont 3 niveaux de lissage différents. Ce nouveau mode portrait au ton riche a la vocation de garder un maximum d'informations sur les teintes chères pour quand vous travaillez sur de l'étalonnage couleur sur de la vidéo ou directement quand vous retravaillez vos fichiers JPEG pour avoir un maximum d'informations sur les teintes chères de telle façon à si vous avez besoin de les optimiser, si vous avez besoin de les contraster légèrement ou de rajouter de l'accentuation, vous ayez un maximum de matière première à votre disposition. La vidéo, depuis le début je vous parle de séquences vidéo que l'on peut ou non optimiser, mais dans tous les cas on n'a pas vu la qualité de ces différentes séquences. Et côté qualité, justement, on peut enregistrer de la 4K, 24, 25 ou 30 images secondes avec une qualité très fine puisque l'appareil photo travaille à la 4K à partir d'un suréchantillonnage sur la totalité du capteur. C'est un suréchantillonnage qui se fait depuis la version 6K. Vous pouvez également travailler en 4K mais en 50 ou 60 images par seconde. Mais là, par contre, automatiquement, l'appareil photo va cropper au format DX avec son coefficient de 1,5. Vous pouvez également capturer en 100 ou 120p, mais là, ça sera à la définition de la Full HD. À noter également qu'un nouveau menu est apparu qui vous permet de dire à l'appareil photo quelles sont les conditions de chaleur dans lesquelles vous évoluez de telle façon à plus ou moins limiter l'appareil photo dans la captation. Côté échantillonnage, on retrouve les classiques H265, on peut également capturer en H265 8 bits ou 10 bits et puis pour chacun d'eux, on peut travailler soit dans le mode standard SDR, soit directement en HLG, soit directement en N-Log. Pour tous d'entre vous qui travaillent en N-Log et qui souhaitez avoir des courbes de conversion pour revenir sur du SDR, vous avez juste à les télécharger sur le site du support technique. Chaque appareil photo a sa propre courbe. Captation du son important puisqu'on est bien sur une entrée mini jack avec une entrée casque également qui est juste à côté. Et comme sur le Z8, le ZF capture le son en 24 bits, 48 Hz, alors que la plupart des appareils photo du marché capturent en 12 bits, ce qui nous permet d'avoir un son avec une dynamique qui est très importante en minimisant tout ce qui est bruit et tout ce qui est écreutage. Le Nikon ZF a également un écran orientable qui nous permet de faire du vlog ou de l'autoportrait. Et c'est vrai que nous avons plusieurs écoles là-dessus. Il y a l'école Z6, Z7, Z8 et Z9 où on est plutôt sur des écrans où le centre de l'écran reste toujours dans l'axe optique. Donc on est toujours avec un photographe qui photographie un sujet. Là, c'est plutôt le photographe qui devient également sujet avec cette possibilité d'orientation de l'écran. À noter également,
Lorsque l'on bascule comme ça en autoportrait, il y a une fonction qui nous permet de désactiver toutes les autres fonctions de l'appareil photo, excepté le déclenchement ou excepté le rec, de telle façon à ce qu'en changeant de position, on ne dérègle pas l'appareil photo. L'aide à la vidéo, elles sont nombreuses, on peut les personnaliser, donc on peut bien évidemment, à travers la touche I, afficher l'ensemble de nos réglages vidéo. On peut également afficher des motifs zébrés. Les motifs zébrés, on peut choisir leur mise en page. On peut choisir également de savoir s'ils s'appliquent sur le haute lumière ou sur les valeurs moyennes. Charge à nous d'étalonner le degré d'affichage entre 0 et 255 ou 160 pour les valeurs moyennes. Et donc là, l'astuce consiste à mettre directement sur la touche FN une prévisualisation de la haute lumière. Également, pour contrôler nos expositions, nous avons les possibilités classiques d'histogramme et on peut également afficher des waveforms avec deux tailles différentes, l'affichage se faisant à travers la touche DISP. Possibilité également de contrôler de façon très fine l'exposition, non pas par tiers mais par sixième de valeur. Possibilité également de travailler en manuel mais avec les aides que sont les focus picking, et là charge à vous de choisir l'intensité de focus picking, sa sensibilité et puis également sa couleur. A noter également que si vous travaillez en mise au point manuelle, les détections de sujets comme les portraits, les véhicules, etc. peuvent toujours être d'actualité, peuvent vous aider dans votre mise au point. Et enfin, une fonction qui est apparue dans une mise à jour de Z9 qui est donc un rectangle rouge qui nous permet de voir de loin que l'on a appuyé sur le bouton REC et que ça tourne. Côté fabrication, c'est du solide, c'est du durable, c'est du fiable. L'appareil photo a le capot supérieur comme la partie avant qui sont en alliage de magnésium. Différents joints toriques qui permettent à ce que l'appareil soit étanche à la poussière et aux différentes gouttes et autres projections. Un obturateur mécanique qui monte au 1/8 millième et qui a été testé sur 200 000 cycles, qui est garanti sur 200 000 cycles et qui nous procure donc une cadence en mode classique de 7,8 images secondes, en mode continu haute vitesse de 14 vues par seconde à la fois en RAW et en JPEG, mais qui nous permet également de monter à 30 vues par seconde. Mais là, on n'est plus sur de l'obturation mécanique, on bascule sur de l'obturation électronique. On n'enregistre que les JPEG, on n'enregistre pas les RAW. Côté enregistrement des images, nous avons deux types de cartes, les SD classiques et puis les micro SD. Les micro SD, on vous invite à les laisser dans l'appareil photo en mode backup, comme si vous utilisiez une très grosse mémoire embarquée, un très gros disque dur interne qui serait dedans. Côté protection du capteur, on retrouve le même type de double revêtement que le Z9. À savoir, vous avez votre capteur, devant on a tous les filtres optiques classiques qui permettent de laisser passer le spectre du visible et qui coupe donc l'infrarouge et l'ultraviolet. Mais par-dessus, on a mis deux couches. On a mis une couche de fluor qui résiste un petit peu à l'encrassement et un revêtement qui est électroconducteur et qui permet d'éviter à ce que les poussières se collent. Côté réseau et côté partage des images, puisque toute la valeur d'une image tient également à son partage, on retrouve un menu réseau qui est dédié. Ce menu réseau, il est vaste et nous permet de communiquer principalement avec son smartphone, mais aussi avec des ordinateurs ou des serveurs FTP. C'est pour ça qu'on a plusieurs fonctions, soit des fonctions classiques qui vous permettent de façon filaire de relier votre smartphone à l'appareil, mais également on peut le relier à la fois en Wi-Fi et en Bluetooth. L'intérêt du Bluetooth, c'est que les basses définitions de vos images peuvent se déverser en permanence sur votre smartphone, alors que quand vous allez travailler en Wi-Fi, vous allez directement chercher les hautes définitions ou utiliser votre smartphone comme une télécommande et visualiser sur votre téléphone ce que voit l'appareil photo. Possibilité également d'appairer les télécommandes MLL7, possibilité également d'envoyer vos images sur un ordinateur, soit de façon directe en Wi-Fi, soit en passant par votre réseau interne et votre box. Possibilité également de déposer des images sur des serveurs FTP distants. Et enfin, possibilité de synchroniser votre ZF avec les autres appareils photo compatibles de telle façon à ce que quand vous déclenchez l'un, on fasse du multi-déclenchement et les autres boîtiers déclenchent. Et bien d'autres fonctions encore sur ce nouveau Nikon ZF. On retrouve le mode des temps HLG qui avait son apparition avec le Z8, qui est un mode qui nous permet d'avoir des images directement diffusables sur des télés HDR, qui sont des télés où les capacités de reproduction de la couleur sont beaucoup plus importantes qu'un moniteur classique. C'est pour ça que l'appareil photo capture en 10 bits dans un espace couleur qui s'appelle le BT2100, qui est beaucoup plus grand que l'Adobe 98 ou que le sRGB et qui enregistre donc ces images-là dans un format dédié qui est l'HEIF.
On retrouve également toutes les superpositions HDR qui sont énormément prisées en photographie immobilière, les intervallomètres, les timelapse, les focus stacking, les retouches, parce qu'il est important également de retoucher des images avant de les partager, et notamment lorsque vous avez des séries de fichiers RAW à convertir, autant les faire par l'appareil photo, c'est relativement rapide. On retrouve également les compatibilités avec tout ce qui est optique EF de par les bagues FTZ2 notamment, tout ce qui est nettoyage des capteurs, tout ce qui est correction des pixels, les modes silencieux bien évidemment, les alimentations via USB notamment si on veut recharger avec des powerbanks, les personnalisations des bagues parce que des fois on souhaite tourner une mise au point ou une rampe de zoom dans une autre direction que celle normalement faite par le constructeur. Les différents modes de couleur chaude qui vous permettent dans des conditions de théâtre, de concert, d'avoir un appareil photo qui émet zéro lumière. Et puis les fonctions de pré-déclenchement aussi qui sont ces nouvelles fonctions qui vous permettent de conserver dans le buffer les images qui précèdent le moment où vous appuyez sur l'éclencheur. Et donc l'intérêt de cette fonction-là, c'est que quand on est sur des sports très rapides notamment, où on n'est pas sûr de déclencher au bon moment, on remontera notre fil d'image déjà enregistré pour avoir la bonne expression. Quand vous l'avez vu, cet appareil photo ZF nouveau, il est à la fois simple mais il est énormément puissant grâce notamment à son processeur Expeed 7. Un grand merci à tous les photographes de Nikon Europe qui ont participé à enrichir cette démonstration à travers leurs différentes images. Puis si vous souhaitez aller beaucoup plus loin et prendre en main cet appareil photo, je vous invite directement à visiter les différents revendeurs du réseau Nikon. Très bonne photo à tous.